Je vais mettre ça un tout petit. Bon, bah, je vous propose qu'on attaque pour pas décaler tout l'ordre du jour et puis tout le sujet. Donc, ben, je vous remercie d'avoir libéré votre temps pour assister à cette masterclass qui est une première pour moi autour du coup d'une thématique qui revient relativement souvent auprès des managers que j'ai pu accompagner, que je peux côtoyer. Et donc, c'est comment arriver à se détacher de l'opérationnel et retrouver du temps pour faire davantage de travail stratégique et moyen-long terme pour son équipe. Alors, au programme de la séance, petite introduction rapide. J'ai mis un quart d'heure, mais je pense qu'on est large. Présentation, voilà, du sujet, du déroulé, comment ça va se passer. Et ensuite, on rentrera pendant la majeure partie de cette heure que nous allons passer ensemble dans les 4 causes les plus courantes qui nous empêchent de nous détacher de l'opérationnel. Et ensuite, on regardera un certain nombre d'actions possibles, des actions qui sont peut-être pas toutes parlantes pour vous, mais en tout cas qui vous donnera des pistes pour retrouver le bon positionnement et surtout retrouver davantage de temps pour travailler sur les sujets long terme. Ensuite, je vous présenterai ce que j'appelle le raccourci, comment on peut faire pour y arriver, on va dire, plus rapidement. Et on prendra un petit temps à la fin. C'est l'avantage de ne pas être très nombreux pour faire voilà, un petit jeu de questions-réponses si vous avez des points qui vous interrogent. Bon, des petites règles pour la séance. Là, étant donné qu'on n'est pas très nombreux et que vous avez l'air d'être dans des environnements calmes, l'idée, c'est de faire attention au bruit si vous activez votre micro pour pas que ça vienne perturber l'environnement. Je vais vous inviter à participer un petit peu dans les commentaires, donc n'ayez pas peur de mettre des émoticônes ou de participer. Et puis, notez vos questions pour la fin, parce que là, du coup, comme je suis toute seule à animer, en mode présentation, je verrai peut-être pas toujours vos commentaires et vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter et puis à les reposer à la fin, comme ça, on pourra être sûr de n'en louper aucune. Et puis voilà, n'ayez pas peur de vous exprimer. Honnêtement, on est en petit comité, donc c'est là pour ça. Et si vous avez des sujets vraiment qui vous tracassent et que vous voulez craquer, c'est l'occasion. Du coup, je vous propose d'attaquer. Alors bon, il y a des personnes qui ont fait partie de ma formation, donc qui me connaissent, mais sinon, pour la plupart, je pense que vous ne me connaissez pas. J'ai prévu une toute petite introduction. Moi, je suis Mylène, j'ai 38 ans et je suis ingénieure agroalimentaire de formation. J'ai d'abord été d'experte métier, donc là j'étais plutôt en management transversal, à essayer de faire passer des messages à des personnes de qui j'étais pas forcément la responsable. Et donc ça a été vraiment les premières expériences pour trouver mon positionnement, ma façon d'opérer, et puis faire mes premiers pas dans la vie active. Et ensuite j'ai assez rapidement basculé sur des fonctions managériales avec en premier lieu un poste de management en 3-8, donc management d'opérateur, ensuite d'agent de maîtrise et pour finir de cadre. Donc vraiment 3 dynamiques complètement différentes, 3 contextes différents avec des enjeux, des ambitions différentes qui m'ont permis finalement d'avoir plusieurs angles de vue du poste de manager en fonction des types de populations qu'on pouvait avoir et de ce qu'on avait à emmener. J'ai fait tout ça dans des grands groupes internationaux, donc ça, c'est quand même l'avantage, c'est que c'était très formateur. Des groupes où, généralement, c'est plutôt très bien encadré en termes de support, de formation. Donc, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre de formations en management, en conversation cruciale, en engagement, etc. Donc, qui sont venus finalement renforcer mes expériences opérationnelles. Et puis, à force de voir passer des managers, des jeunes aussi, futurs managers, je me suis dit que je pouvais faire valoir cette expérience pour accompagner justement des managers à vivre des expériences aussi réussies, épanouissantes que celles que j'ai pu vivre. Et donc, je me suis gentiment réorientée vers ma nouvelle activité qui est du coup d'accompagner les managers via la formation pour apprendre à créer les conditions idéales pour manager et engager leur équipe. Je me suis formée en formation formatrice certifiée pour acquérir vraiment les bases et être sûre d'avoir la bonne approche pédagogique pour pouvoir délivrer mes messages. Et enfin, j'ai créé ma société qui s'appelle Internaction. Si vous voulez aller jeter un œil sur Internet ou sur LinkedIn, j'ai aussi une page entreprise.
n'hésitez pas, vous y retrouverez l'essentiel de mon activité. Maintenant, si on rentre dans le cœur de notre sujet et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, donc j'ai listé un certain nombre de situations qui reviennent assez régulièrement. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que par moment, votre quotidien, il ressemble à de la résolution de problèmes et à de la gestion d'imprévus qui viennent perturber votre activité ou ce que vous aviez prévu de faire. Peut-être aussi que vous avez l'impression que votre quotidien ressemble à une course contre la montre, où on est sans arrêt en train de courir après le train pour essayer de délivrer nos activités en temps et en heure, malgré le fait qu'on les ait par moments en vision déjà depuis un bon moment. On est toujours dans cette, course effrénée, pour rendre nos dossiers dans les temps. Peut-être aussi que vous avez l'impression que, votre organisation ou en tout cas votre planning, tout ce que vous aviez prévu est régulièrement chamboulé par des petites interruptions, par, des imprévus, par tout un tas de choses qui finalement vous empêchent de faire ce que vous aimeriez vraiment faire. Vous avez aussi peut-être l'impression que régulièrement, on vous sort de votre concentration. Vous êtes dans un dossier, en train de travailler, quelque chose qui demande quand même, plutôt du temps et un environnement, concentré et puis, vous avez des petites interruptions régulières qui peuvent s'appeler des mails, des collaborateurs, des imprévus, des urgences qui viennent finalement perturber tout ça. Et enfin, peut-être que dans votre quotidien, vous avez l'impression par moment de faire des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, au détriment peut-être d'activités plus stratégiques pour l'équipe, comme une vision, une roadmap, des projets structurants, de l'organisationnel, des tâches vraiment plus abouties. Et à l'inverse, je suppose, ou vous me le direz aussi après dans les commentaires, que vous aimeriez que votre quotidien ressemble davantage à, quelque chose d'harmonieux, où vous n'êtes plus forcément le point central de toutes les activités et où toutes les demandes ne passent pas forcément par vous pour être résolues, traitées ou partagées. Peut-être aussi que vous aimeriez un agenda plus équilibré qui vous procure de la satisfaction de pouvoir réaliser et vos tâches structurantes sans pour autant délaisser votre équipe. Vous aimeriez, je suppose, avoir une routine plus stable avec un agenda qui fasse moins le yo-yo et que vous puissiez réaliser ce que vous aviez planifié. Et peut-être aussi que dans votre ambition, il y a la possibilité de pouvoir enfin construire cette vision moyen-long terme significative, je dirais, parce qu'on a tous à un moment donné une vision dans notre esprit, mais de pouvoir la matérialiser et surtout la partager à votre équipe pour emmener votre équipe avec vous. Et aussi, peut-être que vous aimeriez, passer d'un rôle qui serait plus chef d'orchestre et moins musicien. Donc là, c'est vraiment le côté, je sors de cette casquette d'expert et je prends vraiment la casquette organisationnelle et guide de mon équipe. Est-ce que dans ces points-là, il y a des choses qui font écho? Et si vous aviez, une ambition, un objectif vis-à-vis de votre quotidien et de cette masterclass, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous invite à partager dans les commentaires, ouais, la délégation. On va en parler, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui revient, assez souvent. Hop, on va tchouk, juste enchaîner. OK. Du coup, ce que je vous propose de regarder, ce sont les 4 causes les plus courantes qui, aujourd'hui reviennent et nous empêchent de nous détacher de l'opérationnel. Ces 4 grandes causes, on va y revenir en détail après. Là, c'est vraiment plutôt pour faire l'introduction que je vous les partage comme ça. La première, c'est la pression des objectifs à court terme. On a un certain nombre de KPI, d'indicateurs qui, pilotent nos activités et on a l'ambition et l'objectif d'avoir ces KPI dans le vert et donc cette pression des objectifs et des résultats, elle va venir à un moment donné vous empêcher de vous focaliser sur des tâches plus long terme. Ensuite, on a, dans les causes qui reviennent les plus souvent, la peur de l'échec vis-à-vis de soi ou vis-à-vis aussi des activités que peuvent emmener l'équipe. On a également peut-être des soucis de communication, une communication qui est perfectible et qui va occasionner du coup du travail additionnel, de clarification, d'accompagnement, parce qu'à la base, dans la communication, on a eu des loupés ou des choses qui n'étaient pas complètement, comprises. Et enfin, une des tâches aussi qui empêche de vraiment rester sur les activités moyen-long terme, ce sont les compétences au sein de l'équipe. Il se peut que par des mouvements, au sein de l'organisation ou en dehors de l'organisation ou par des montées en compétences
plus ou moins longues en fonction des profils, que vous ayez à compenser sur des tâches opérationnelles le temps d'avoir une structure d'équipe bien ficelée, bien sécurisée. Je regarde juste les commentaires, ce que vous avez écrit entre deux. OK. Donc, je vous propose qu'on passe au travers de ces 4 grandes causes qui aujourd'hui peuvent être des freins et qu'on regarde quelles parades on va pouvoir mettre en place pour y répondre. Là, sont vraiment des choses relativement génériques et qui touchent le plus grand nombre de personnes et à la fin, on regardera comment vous pouvez procéder à titre individuel pour vous détacher, de cet opérationnel. Donc le premier point, pression des objectifs à court terme, quelque chose qui revient d'assez, régulièrement. Et ça peut être dû, à un manque de visibilité sur les priorités de l'équipe ou priorités d'entreprise, qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir du mal à filtrer les informations qui nous reviennent. On va absorber un maximum d'informations et on va vouloir tout traiter sans tenir compte de ces priorités. Dans, les parades, c'est assez simple, mais du coup, l'idée, c'est d'être clair sur quelles sont les activités prioritaires de l'entreprise et comment moi, au niveau de mon équipe, on répond à ces activités prioritaires. Ça permettra d'éviter la dispersion et de vraiment travailler sur l'essentiel en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout le reste de côté. On a par moment des urgences à traiter, mais vraiment se recentrer sur ce qui est important et urgent, je dirais, va permettre de pouvoir faire le tri dans son agenda. Pour ça, il y a un outil concrètement à quoi ça pourrait ressembler. C'est un arbre des KPI qui peut permettre de, venir centraliser quelles sont les priorités de l'entreprise et en dessous, comment ça se traduit vis-à-vis de mon équipe. Quelles sont les activités et les résultats attendus par mon équipe pour venir répondre à ces priorités business. Et ça peut très bien être, communiqué déjà, mais aussi affiché dans vos réunions d'équipe ou sur un support dans votre salle de réunion, peu importe, mais quelque chose que les, collaborateurs puissent aussi avoir en tête et puissent venir s'y référer en cas de doute sur la nature des tâches qu'ils ont à réaliser. Ensuite, un deuxième point qui revient, une sous-cause à cette pression des objectifs court terme, c'est, l'incapacité à dire non. On a parfois du mal à, exprimer ces 3 petites lettres parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de passer pour celui qui rend pas service, parce qu'on ne sait pas toujours comment le dire et donc cette incapacité à dire non va faire que par moment, vous allez accepter de réaliser des tâches qui sont ni urgentes, ni prioritaires, ni, significatives pour vous, mais juste parce que vous n'avez pas su dire non à un moment donné. Donc pour ça, vraiment, je vous encourage à identifier qu'est-ce qui vous freine. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de dire non aux autres? Est-ce que c'est la peur du jugement, la peur du regard? Est-ce que c'est parce que au fond de moi, c'est mon driver et que j'aime rendre service et que du coup, j'arrive pas à ne pas rendre service? Identifiez vraiment cette pensée et ça permettra derrière de voir concrètement ce qu'on peut mettre en place, pour y remédier. Sachant qu'il y a après plusieurs techniques, j'en mets 3 là, mais honnêtement, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut envisager du oui conditionnel qui permet d'y aller en douceur. Oui, OK, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on revoie mon agenda ou mes tâches. Vous pouvez aussi avoir des techniques qui sont des non déguisés. Vous essayez de gagner du temps en disant, voilà, quelque chose comme: «OK, je note dans mon agenda, je regarde et puis je reviendrai vers toi». Si la demande est vraiment urgente et critique, la personne probablement trouvera un plan B, une autre option qui, vous évitera d'avoir à dire non. Et puis ensuite, vous pouvez aussi avoir des noms progressifs. Ça arrive, plutôt sur des petites tâches, voilà. Vous essayez progressivement quand on vient vous voir et qu'on vous dit, «Est-ce que, tu pourras, dire ça à Pierre quand tu le verras?» et ben, là, vous pouvez essayer de dire: «Beh, attends qu'il revienne, tu lui diras lui-même toi-même» et donc ça, ce sont des noms un peu déguisés, mais plutôt progressifs sur des petites choses plutôt, non significatives, mais qui vont vous permettre de, vous exercer et surtout d'éviter d'avoir une charge mentale, inutile sur des tâches qui finalement ne vous apportent rien. Et enfin, dernière sous-cause à cette pression des objectifs court terme, c'est, la priorisation au feeling. Au vu d'ensemble, ça nous arrive à tous, on a, bien en tête tous les sujets qu'on a, à réaliser, mais ils sont peut-être pas forcément formalisés à un endroit donné et donc quand quelqu'un va venir nous solliciter, nous demander quelque chose, on va dire oui au feeling en se disant: «OK, ça va passer, bon j'ai ça, 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 mais ça va passer».
Sauf qu'en fait, dans un cas sur deux, et ben finalement, on s'aperçoit que ça prend plus de temps que prévu et on se retrouve à courir après le train, c'est ce que j'évoquais au tout début en introduction, et à se dire, ben mince, si j'avais su, et ben j'aurais peut-être pas dit oui là, ou j'aurais peut-être fait différemment, parce qu'on n'a pas posé l'ensemble des choses qu'on avait à réaliser pour le faire statuer ou prioriser de manière factuelle. Et donc pour ça, il y a, des petits outils, qui existent. On a alors pareil, la liste elle est pas exhaustive, mais on a par exemple de la matrice Eisenhower, on peut faire du batching avec nos activités. La simple to-do list peut aussi suffire pour avoir un visuel relativement, complet de ce qu'on a à faire, de manière à pouvoir, en fonction des demandes qu'on vient nous adresser, avoir une vision claire sur le temps, délai et du coup pouvoir arbitrer proprement et arrêter de prioriser comme ça au feeling. Ensuite, dans les deuxièmes causes, qui nous empêchent de nous détacher de l'opérationnel, on a la peur de l'échec. Et pourquoi on a cette peur de l'échec? Parce que et c'est relativement fréquent, surtout en début de carrière, mais ça peut l'être aussi, en routine, c'est qu'on a besoin de contrôler et on a une forme de perfectionnisme un peu excessif qui va nous pousser à prendre plus de temps que nécessaire pour certaines tâches. Et donc finalement, ce perfectionnisme et ce besoin de contrôle et ben, ça va, occasionner un engagement trop important dans le détail donc pour ça, il y a pas 50 000 solutions. Vraiment, il faut apprendre à lâcher prise, à essayer de se concentrer sur l'essentiel, soit avec nos petits outils qu'on a utilisés avant, soit en se disant: «OK, j'accepte à un moment donné qu'il y ait des petites imperfections dans ma présentation». Si, tous les titres ne sont pas en jaune et qu'à un moment donné, il y en a un en rouge et ben, c'est pas grave. Si, les personnes de mon équipe ne font pas exactement comme j'avais imaginé que ce soit fait, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est avoir un contenu qui tienne la route, une forme qui soit quand même correcte, mais s'il y a des petites imperfections, c'est pas dramatique. Et si vous arrivez à accepter ça, vous arriverez alors à faire de la délégation progressive, petit à petit, donner de plus en plus de tâches à votre équipe. Si à un moment donné, vous voulez pouvoir vous détacher du temps, la délégation, elle est indispensable. Rien ne vous oblige à faire de la délégation sur des gros sujets. Vous pouvez très bien attaquer avec des petits sujets, mais qui correspondent à un intérêt pour le délégataire. On ne va pas déléguer des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour la personne à qui on les confie. Vraiment, la délégation, elle doit se faire d'un accord commun entre moi, un intérêt de me décharger et de pouvoir me concentrer sur d'autres activités et le délégataire, ça doit lui apporter quelque chose dans son développement. Vous devez lui présenter la délégation et pas lui imposer. Écoute, Pierre, j'ai pensé à toi pour faire ça parce que je pense que tu es la bonne personne. C'est un sujet que tu connais et que tu arriveras très bien à représenter l'équipe sur ce sujet. Voilà. La délégation, elle s'accompagne et elle s'accorde finalement de la part du délégataire. Vous pouvez également, pour pallier un petit peu à ce besoin de contrôle excessif, réaliser des entretiens de suivi, si ce n'est pas déjà le cas, des entretiens one-to-one avec vos collaborateurs. La fréquence, c'est la fréquence qui vous correspond le mieux à l'un et à l'autre, mais d'avoir ces petites réunions, ces petits forums où vous savez que vous pourrez reboucler tous les points que vous avez en tête et poser toutes vos questions, ça vous permettra au quotidien de laisser du lest à votre équipe, de les laisser pouvoir travailler en autonomie et de reboucler une fois par semaine, toutes les 2 semaines, 3 semaines, à voir en fonction de la taille de l'équipe et des activités ce qui est le plus approprié. Mais voilà, de pouvoir leur laisser de l'espace et vous, vous allégez l'esprit. Ensuite, on peut avoir par moment aussi un manque de confiance envers l'équipe parce que les personnes sont nouvelles ou parce que peut-être dans le passé, on a un exemple de choses qu'elles n'ont pas réalisées comme on l'aurait souhaité ou dans les délais impartis. Mais si vous voulez pouvoir développer votre équipe, il va falloir réitérer. C'est pas parce que la première fois était pas très bien réussie qu'il faut abandonner totalement. Vous pouvez instaurer la culture du feedback, on en parle souvent, mais le feedback, clairement, il va pouvoir permettre à la personne de prendre conscience de l'écart par rapport à ce qui était attendu et de pouvoir mettre en place des actions correctives pour pouvoir emmener de nouveau ces tâches-là à réaliser. Et puis après, si le simple feedback ne suffit pas, on a bien entendu la formation qui peut permettre aussi de développer les compétences attendues pour une tâche en question. Et enfin, dans les peurs qui nous empêchent, de nous détacher de l'opérationnel, on a, peut-être du manque de leadership.
Ce que j'entends par, manque de leadership, c'est, plutôt qu'on est à l'aise à réaliser des tâches opérationnelles et que du coup, on est bien, on est dans notre zone de confort et ça nous convient. Par contre, sortir de ça, créer une stratégie, se mettre dans des tâches qu'on n'a pas l'habitude de réaliser, et ben, c'est challengeant et ça peut nous faire y aller à reculons. Tout le monde a commencé un jour et tout le monde n'a pas su tout faire du premier coup. Vraiment la parade, c'est de se créer notre environnement de soutien vis-à-vis de ces tâches-là qu'on a tendance peut-être à fuir. Et quand j'entends, environnement de soutien, ce que j'entends, c'est soit se raccrocher à des méthodes qui nous rassurent ou à des indicateurs qui vont nous permettre de s'assurer qu'on est dans la bonne direction, soit en trouvant des compagnons de route. Donc ça peut être un mentor, ça peut être des collègues managers ou des personnes qui ont déjà fait ce qu'on a à faire nous et de venir échanger avec ces personnes pour avoir un environnement rassurant et qui nous force à sortir de notre zone de confort pour faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hop, comment ça se passe, jusque-là? Est-ce que, tout ce qu'on évoque là, ce sont des choses qui vous parlent, qui font partie de votre quotidien? Est-ce qu'il y en a qui vous évoquent plus de choses que d'autres et vraiment sur lesquelles vous voudriez travailler? Ouais, non avec assertivité, ça c'est bien, ouais. C'est quelque chose, ouais, indispensable, c'est-à-dire qu'on ne dit pas non à la personne, on dit vraiment non à la demande et la manière dont on l'exprime, ça fait, clairement la différence. Ouais, le collaborateur, ouais, ça aussi on a déjà eu, collaborateurs, collègues qui tentent de nous déléguer des choses, c'est vrai. Top, merci pour, vos commentaires. Bon, je vous propose de poursuivre avec du coup les 2 autres causes majeures qui, nous empêchent de nous détacher de l'opérationnel. Hop, et on a le point numéro 3 qui va toucher, nos compétences au sein de l'équipe. Dans les causes principales, on peut avoir un niveau de compétence qu'on peut juger trop faible, soit parce qu'on a une personne qui est plus longue que prévu à monter en compétence, soit parce qu'on a du renouvellement dans l'équipe, des personnes nouvelles, des personnes qui viennent de partir et donc on peut avoir par moment des tâches ou des activités qui sont pas bien couvertes ou mal couvertes et donc ces tâches-là, elles vont vous demander un suivi opérationnel, conséquent et significatif en termes d'accompagnement. Parce que vous allez devoir à un moment donné compenser, ou faire compenser, mais ça va demander quoi qu'il en soit une partie de votre temps. Vous allez avoir à faire compenser ce manque-là de compétences pour qu'au final on assure une continuité de service de l'équipe. Donc là, dans les parades, au niveau des compétences et surtout dans les outils concrets, je l'évoque dans ma formation et elle est accessible dans les ressources gratuites sur, mes différents profils. On a la matrice de compétences qui est clairement un outil indispensable pour venir clarifier quelles sont les compétences attendues pour chacune des fonctions de mon équipe et où en sont mes collaborateurs vis-à-vis de cette matrice de compétences. Est-ce qu'ils ont des compétences qui sont au-delà de l'attendu? Est-ce qu'ils en ont à l'inverse qui sont plutôt, en demande de perfectionnement et dans ce cas-là, grâce à cette matrice et à cette visualisation de l'acquisition des compétences, ça va pouvoir permettre de mettre en place des plans de développement adéquats pour venir, passer des étapes et finalement couvrir l'intégralité, des compétences attendues pour le poste. Et ensuite, on a aussi par moment, quand on reste au niveau des compétences uniques. Et ça, c'est très vrai au niveau des experts. On a régulièrement dans les organisations des postes d'experts et donc ce sont des postes qui sont à risque, je dirais, parce que compétences uniques et parce que délai d'acquisition relativement long. Et quand on a un expert qui est absent ou qui change de job, on peut se retrouver avec une rupture dans la continuité de service et donc, on peut avoir des activités critiques non couvertes qui vont impliquer une surimplication des autres membres de l'équipe et de vous, manager, pour organiser tout ça. Donc là, en complément, ça vient en complément de la matrice de compétences, on a une cartographie des compétences au sein de l'équipe. S'assurer, en fonction de toutes les activités que l'équipe a à réaliser, quelles sont les activités qui sont critiques pour notre équipe et quelles sont celles qui reviennent, le plus souvent et puis s'assurer que ces activités critiques et récurrentes, elles sont bien couvertes par quelqu'un d'autre, par un backup au sein de l'équipe pour s'assurer qu'on n'a pas de trou dans notre organisation et qu'on ne va pas avoir à compenser à la dernière minute, un manquement quelconque de compétences dans notre équipe.
Et enfin, dernière cause qui revient le plus souvent, elle va toucher autour de la communication et une communication qui peut être perfectible. Donc on a, principalement un manque de clarté dans les consignes. Donc ça arrive, relativement souvent parce qu'on a des personnes qui ont, bah, des comportements ou des acquisitions différentes d'une consigne. Ouais, il y en a qui vont préférer, plutôt une consigne orale, il y en a qui vont aimer avoir quelque chose d'écrit, il y en a qui vont, s'attacher aux détails, d'autres un peu moins et donc du coup, cette clarté-là, elle va impliquer par moment, que vous ayez à venir reclarifier, à venir lever les malentendus, à venir corriger des erreurs peut-être. Donc travailler vraiment sur la base de sa communication pour être sûr que les, informations soient comprises et soient, retenues. Ça va faire partie des challenges que vous allez avoir. Vous pouvez essayer de reformuler ou de formaliser. Ça demande du temps, mais si ça évite derrière de venir, apporter des correctifs, finalement, c'est pas du temps de perdu et ça peut se faire soit via des choses qui existent déjà parce qu'on est sur des activités récurrentes comme des checklists ou juste faire un petit compte rendu par mail. Ça marche plutôt bien en période d'absence ou de congé où on va venir formaliser, voilà sur quoi je t'attends, dans quel délai et ce qu'on a besoin de faire. Selon les profils de l'équipe, ça peut être vraiment un plus, qui va vous éviter derrière d'avoir à, repasser derrière les choses pour s'assurer qu'elles soient bien faites ou pour venir les clarifier. Ensuite, on a, nos forums. Tous les managers ont un certain nombre de forums et de réunions présents dans l'agenda. On a plutôt tendance à venir en rajouter plutôt qu'à en enlever et donc on peut avoir par moment des redondances ou des choses qui vont manquer de fluidité ou de clarté. Donc là, clairement, régulièrement, ce qui va être intéressant, c'est de venir refaire l'état des lieux, des forums ou des rituels qui sont existants. Quels sont leurs objectifs? Quels sont les participants? Quelle est la durée? Quel est le format? Est-ce qu'on est, en format, rapide, debout le matin ou est-ce qu'on est en salle avec, PowerPoint et visio? Voilà, tout ça, reclarifier vraiment tous vos forums, leurs objectifs, l'ordre du jour et supprimer, optimiser ce qui a besoin d'être. En faisant cet état des lieux, finalement, de tout ce que vous avez et du type d'informations que vous passez via quel canal, ça va vous permettre de pouvoir faire du tri et d'ajuster et pourquoi pas de venir, rédiger une charte de communication pour l'équipe en disant, beh, par exemple: «Voilà tout ce qu'on a comme forum. Sur le rituel opérationnel, revue des indicateurs de la veille du matin, on vous fait les annonces, rapides ou urgentes qui vont toucher à la journée. Sur les forums, je sais pas, hebdomadaires, on va évoquer tel ou tel sujet et on aura tel ou tel support et sur, d'autres forums moyen long terme, on communiquera de cette manière-là. Voilà, clarifier tout ça, comme ça va permettre aussi d'être sûr de savoir où trouver l'information et d'être sûr qu'on a les bons interlocuteurs pour entendre cette information. Et enfin, communication qui, on va dire, va de pair avec l'écoute, puisque la communication, elle se fait à 2. On a, par moment des déficits d'écoute qui vont aussi occasionner derrière, et ben, des, loupés d'informations. Déficit d'écoute, c'est pas forcément, j'ai pas écouté, c'est, vous êtes en train de lire vos mails le matin et il y a un collaborateur qui vient vous dire quelque chose. Donc Pierre, il vient vous dire: «Bah, écoute, vendredi, j'arriverai à 9 heures parce que, j'ai un rendez-vous médical». OK, OK, OK. Et donc vous étiez en train de faire autre chose et puis arrive vendredi, matin à 8 heures, vous cherchez Pierre partout, vous demandez aux collègues: «Au fait, tu sais où il est Pierre?» Et vous calez une organisation pour combler son travail de 8 à 9 en dernière minute, alors qu'il vous l'a annoncé, 4 jours plus tôt, mais que vous n'aviez pas forcément prêté attention attentivement à ce qu'il vous a dit. Et donc là, c'est, clairement des sources de travail additionnelles et en plus en last minute et en plus pour l'intégralité de l'équipe. Donc vraiment, pratiquer l'écoute active, on le répète souvent, mais vraiment, je suis là dans le moment présent, je laisse parler l'interlocuteur sans l'interrompre et je pose des questions si j'ai besoin de clarifier des choses. Et vous verrez qu'en écoutant activement, ça va aussi vous permettre d'éviter de passer à côté de certaines choses et surtout d'avoir à venir les corriger derrière a posteriori. Voilà, donc on est au terme de ces 4 causes majeures, qui viennent aujourd'hui créer de la dispersion dans votre quotidien. Est-ce qu'il y en a une en particulier vraiment qui vous fait écho et que vous avez envie de travailler et de changer? Ouais, faciliter, les one to one.
Après, il faut pas qu'on ait à rentrer dans de la formalisation excessive parce que c'est vrai que ça va aussi demander du temps, mais trouver le bon équilibre entre rien du tout et le minimum syndical. Et vous pouvez très bien aussi faire rédiger le petit compte-rendu du one-to-one par votre collaborateur qui vous l'envoie et qui le valide, quoi. C'est pas forcément à vous de devoir tout formaliser et tout emmener dans tout ce que j'ai évoqué là. Florence, de ne pas écouter, oui, enfin de ne pas écouter ou autre chose. Mais s'il y a un point là qui ressort dans tout ce que j'ai évoqué, est-ce que voilà, il y en a un vraiment qui aujourd'hui vous jugez comme source ouais, de dispersion dans votre quotidien ou qui vous force du coup à faire davantage d'opérationnel que ce que vous auriez à faire? Ouais, mais écoute, c'est vrai que même moi, enfin voilà, dans mon expérience de manager, plusieurs fois, et c'est pour ça que là j'ai pris l'exemple de Pierre qui est pas là vendredi matin, parce que plusieurs fois ça m'est arrivé, parce qu'à un moment donné, j'étais en train de faire autre chose quand la personne est venue me parler, quoi. Donc le multitasking, c'est clairement à éviter. Ok. Du coup, si on poursuit, et bien maintenant qu'on a dit tout ça, tout ne vous correspond pas forcément. Il y a des choses qui ont peut-être fait écho, d'autres sûrement un peu moins, parce qu'encore une fois, ce sont les causes les plus courantes. Maintenant, je vous propose de regarder concrètement pour vous comment ça va se passer et donc par quoi on peut commencer. Et l'outil que je vous propose, c'est le DILO, Day in the Life of, ou encore le domaine de vie de Hudson, qui est une approche relativement similaire, mais elle prend en considération un timing de 24 heures. Nous, on va regarder sur le volume horaire de votre journée. Et donc, qu'est-ce que c'est le DILO? C'est un état des lieux des tâches de votre journée que vous allez formaliser. Donc, pour le faire, l'idée, c'est de prendre des notes pendant une durée de jours suffisamment significative. Donc, comme ça, je dirais de 2 à 5 jours en fonction de la répétitivité de vos journées et de venir lister pendant ces 5 jours tout ce que vous faites. De 8 heures à 8h30, enfin, j'ai fait ça. De telle heure à telle heure, j'ai fait ça. De telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Et ensuite, de venir regrouper pour avoir une vision d'ensemble de votre journée et de regrouper en grosses catégories. Donc, dans tout ce que j'ai fait dans ma journée, j'ai par exemple 20% qui ont été consacrés à des systèmes de l'informatique. J'ai dû rentrer des choses dans des logiciels, j'ai dû retravailler les structures, enfin, voilà, tout ce qui va toucher au système. Ensuite, j'avais 30% de ma journée qui était aux réunions, etc., etc. Et de venir regrouper comme ça en grosses catégories, ça va vous permettre de mettre en évidence vraiment factuellement qu'est-ce qui a composé votre journée. Et ensuite de se dire, OK, maintenant que j'ai cette vision-là, qu'est-ce que je veux atteindre comme situation? Et de venir projeter la situation souhaitée. En disant, ben, par exemple, mes réunions, j'aimerais bien de passer de 30 à 20% pour pouvoir faire de l'amélioration continue que je ne fais pas aujourd'hui. Et donc, vous allez venir regarder comment faire pour passer de ces 30 à 20%. Peut-être que ça va passer par de la délégation ou du tri dans mes réunions en disant, ben, il y a des forums que je peux regrouper. Et vous allez venir optimiser votre agenda souhaité pour finalement ben, faire ce que vous avez envie de faire, moins d'opérationnel et plus de stratégie, puisque c'est généralement ce qui pêche. Voilà, analyser, lister, regrouper, analyser et déterminer un plan d'action. Et une fois que vous avez cette idée de la situation souhaitée, vous pouvez venir coupler ce DILO à un autre outil qui s'appelle le time blocking, c'est de venir finalement optimiser, structurer sa journée sous forme de blocs pour éviter de s'éparpiller. Et donc en ayant finalement cette structure type de votre journée, ça va vous permettre d'enchaîner les choses de manière structurée avec par exemple c'est absolument pas l'exemple à proprement parlant à suivre, mais voilà, c'est un exemple de comment vous pouvez découper votre journée en blocs avec bah, une petite phase terrain. Ensuite, je m'alimente des mails, des informations, tout ce que j'ai à savoir sur la veille, ce qui va venir pour pouvoir finalement être opérationnel à ma réunion quotidienne. Et puis, c'est là où je vais pouvoir bien driver les priorités et les miennes et celles de mon équipe pour la journée. Et puis après, comme ça, j'aurai du temps pour mes projets, etc., etc. De venir comme ça découper en blocs et idéalement en blocs d'activités similaires, ça va vous éviter de passer d'un sujet à un autre et de venir vous éparpiller. Et donc voilà, vous aurez votre structure type pour avoir une journée efficace tout en incluant une petite part de temps pour les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus.
Donc voilà, 10 lots pour vraiment voir la situation que j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui et qu'est-ce que je veux changer, quelles actions je mets en place et ensuite comment je viens consolider tout ça pour être sûr que ça ne dérive pas au fil du temps avec mes petits blocs d'activité dans la journée. Voilà, est-ce que c'est, des outils que vous aviez déjà utilisés, le Dilo ou le time blocking et est-ce qu'aujourd'hui vous avez des retours d'expérience sur leur efficacité? Ah, ah bah voilà, bah, Hugues, tu le fais déjà, top et du temps pour les agendas. Mmh mh. Ouais. Et ensuite, donc ça, c'est, la méthode que vous pouvez implémenter, vous-même pour déjà faire le premier pas vers vos activités. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est, le raccourci et donc le raccourci, qu'est-ce que c'est? C'est la formation que je propose, manager plus confiant, plus structuré, plus efficace, qui fonctionne en format hybride avec pardon, des alternances de, cours, à faire en autonomie, donc des vidéos, des, lectures, des supports interactifs à peu près à hauteur d'une heure et demie et ensuite à peu près 1 heure d'exercice, à réaliser en autonomie par module. Donc ce qui veut dire qu'en fait, vous avez un déroulé sur 12 semaines avec chaque module, qui s'étale sur 2 semaines. La première, je m'alimente des supports, je visionne et je prends note des notions. Ensuite, on se connecte pendant la semaine pour faire une session live pour s'assurer que les notions ont bien été, appréhendées et ensuite vous repartez pour une semaine à expérimenter dans vos équipes avec votre cahier d'exercice et vos cas concrets et on se reconnecte à la fin de la semaine pour faire le point sur les difficultés que vous avez pu rencontrer et les retours que vous avez envie de partager ou les notions que vous avez envie d'approfondir. Et ça, comme ça, module par module, pendant les 12 semaines. Et donc le parcours au final, qu'est-ce qui va donc pardon, je vais revenir quand même un petit peu sur le contenu. Donc on a, un contenu qui est orienté sur, 3 dimensions. Le je me manage moi-même et donc je sais comment je fonctionne, je, connais mes drivers, je connais mes croyances limitantes, et vraiment je travaille sur moi et je prends confiance. On a une partie qui va être sur de la gestion individuelle, dans l'équipe, donc c'est comment j'appréhende, les différents types de personnalités, comment je gère les plans de développement individuels de chaque individu, comment je pilote en individuel chaque membre de mon équipe et ensuite une troisième dimension qui est comment je pilote l'équipe au complet et donc là, on va plutôt être sur, nos rituels, sur de la collaboration, de l'engagement, comment je construis, partage une vision d'équipe et comment on obtient finalement cette dynamique globale d'équipe. Donc 3 dimensions au travers de ces 6 modules et donc, à la fin de la première semaine, vous aurez pris connaissance ou conscience de vos capacités grâce à une introspection qui va vous permettre de trouver finalement votre approche et votre style à tous les coups, sans avoir à renier vos valeurs, parce que l'idée, c'est absolument pas d'endosser un costume de manager, mais de rester soi-même et de trouver sa place pour piloter l'équipe. En 3 semaines, vous aurez gagné confiance en vous et vous commencerez à avoir une organisation efficace parce que vous commencerez à appréhender un certain nombre d'outils d'organisation pour structurer votre agenda, vos activités, vos réunions. Et ça vous permettra de passer peut-être d'une approche un peu décousue à vraiment une approche structurée et lisible par vos collaborateurs. Parce que l'idée, c'est absolument pas que vous ayez cette structure tout seul et que vous n'emmeniez personne derrière vous. Vous pourrez retravailler vos rituels pour les rendre plus performants, même les rituels les moins appréciés. Et on va faire une initiation au MBTI, ce qui vous permettra d'appréhender les différents profils de personnalité que vous pouvez rencontrer au sein de votre équipe et de trouver la meilleure approche vis-à-vis de chaque collaborateur. En 6 semaines, vous arriverez à accompagner votre équipe grâce à une organisation qui vous évitera les dispersions. Vous aurez des plans de développement qui seront pertinents, et qui feront progresser tout le monde, y compris les plus réfractaires et surtout via des supports qui ne demandent pas,
Alors, ça va demander de la construction au départ, mais ensuite qui ne demande pas de travail additionnel. On a souvent cette réticence d'associer le plan de développement individuel avec du boulot en plus. Donc, c'est absolument pas l'idée, c'est vraiment que ça se noie dans le quotidien et qu'on se développe au fil de l'eau. Vous saurez maîtriser la délégation, sans avoir à repasser derrière vos collaborateurs. Vous prendrez de l'assurance pour les conversations cruciales, sans craindre de blesser, ni culpabiliser d'avoir passé votre message ou d'avoir dit ce qu'il y avait à dire. Et vous apprendrez des techniques de gestion du temps et de prise de décision pour pouvoir développer, tout à l'heure Florence elle en parlait, mais pouvoir développer son assertivité et gagner du temps. À la fin des 10 semaines, vous arriverez à créer des conditions idéales pour la collaboration parce que vous aurez appréhendé une technique de développement de collaboration qui est la roue de la collaboration, qui permettra de venir travailler la responsabilité mutuelle et ça malgré des différences au sein de votre équipe, des différences de métier, des différences de personnalité et des différences d'objectifs. Mais comment, voilà, on arrive à rassembler tout le monde dans une vision, commune d'équipe. Vous saurez, construire cette fameuse vision, en tenant compte des ambitions individuelles, 2 LE, et de celles de votre équipe et de l'entreprise. Comment on arrive à venir prendre en considération chaque partie prenante pour avoir une vision qui engage tout le monde. Et vous serez passé à l'action parce que chaque semaine, vous aurez pratiqué et donc en passant à l'action, vous enlèverez un certain nombre de doutes qui vous tracassent au quotidien pour vraiment passer à un management assuré et assumé. Et à la fin des 12 semaines, eh ben, la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin, vous aurez fait votre matrice de développement unique. Donc, vous saurez exactement où vous en êtes en termes de compétences managériales et vous pourrez valider votre feuille de route individuelle, mais également celle de votre équipe pour les mois à venir. Et l'avantage de ces trames-là, c'est qu'elles sont réitérables à l'infini. Donc, vous pourrez régulièrement venir les mettre à jour et vous assurer que vous avez bien toujours un plan d'action pertinent qui vous fera avancer. Dans les bonus de la formation, on aura 2 séances de mentorat, de post-formation pour venir partager sur les challenges a posteriori, des difficultés peut-être de mise en application de certaines notions. Vous aurez accès à 2 fiches pédagogiques sur le management par mois pendant 1 an. Donc à chaque fois, c'est une notion clé de management, une solution et puis un petit test de positionnement pour savoir où vous en êtes. Vous aurez un petit book pour gamifier votre management. Donc ça, c'est plutôt comment trouver des activités ludiques pour venir travailler des compétences d'équipe, mais sans que ce soit perçu comme quelque chose de lourd. Et puis, vous aurez accès à des séances de connexion, de co-développement avec les anciens participants de la formation, de manière trimestrielle, où vous pourrez venir poser vos questions en fonction des sujets que vous pourrez rencontrer. Et donc là, exclusivement, jusqu'au mois de septembre, je travaille en collaboration avec Lauriane Boyer, qui est coach certifiée. Et on a décidé de d'inclure un test d'intelligence émotionnelle certifié, EQ1, qui se compose de 130 questions et d'un débrief derrière d'1 heure et demie pour vraiment venir débloquer les croyances limitantes et encore davantage faciliter votre passage à l'action et le changement de certaines situations que vous n'avez pas réussi à changer jusqu'à présent, même si vous avez suivi des formations. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre en profondeur quels sont les facteurs qui font que vous arrivez à agir ou non et de venir les déverrouiller. Et qu'est-ce qui se passe après la masterclass? Et bien, du coup, vous allez recevoir dans la foulée un petit book de 9 pages qui va contenir le résumé de tout ce qu'on s'est dit là pendant 1 heure. Vous aurez une trame pour formaliser votre dilo et pouvoir essayer de mettre en évidence qu'est-ce qui vous disperse aujourd'hui. Je vous enverrai un petit lien Tally pour évaluer la masterclass. Voilà, ça c'est dans l'optique vraiment d'amélioration continue pour m'aider à travailler sur le contenu, sur le format pour les prochaines que je vais animer. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la toute première. Et donc, c'est un exercice que je trouve assez sympathique et que j'aimerais renouveler. Donc, tous vos retours seront grandement appréciés. Et puis, si vous avez besoin de rentrer davantage dans les détails sur certaines choses qu'on a abordées, vous pourrez réserver un rendez-vous visio
dans mon calendrier, dans mon agenda, soit sur ma page internet, soit sur ma page LinkedIn, où on pourra venir échanger sur vos challenges. C'est gratuit, sans engagement. Donc voilà, si vraiment vous en ressentez le besoin, soyez libre et prenez ce rendez-vous. Et voilà, donc moi, je suis au terme de ce que j'avais prévu de vous partager. Non, je vous invite à échanger, poser des questions. Si vous en avez, vous pouvez mettre les micros, la caméra, le faire en commentaire. C'est vraiment sous le format qui vous plaît le plus. Mais sentez-vous libre de gratter les points qui peut-être vous bloquent aujourd'hui. Je vais mettre la caméra, c'est plus sympa. J'ai appliqué pas mal de choses que tu décris dans les slides, tu es en pleine réorganisation pour m'enlever de l'opérationnel, pour avoir plus de temps pour manager. Donc, Mhm. c'était le titre, c'était ma problématique principale. Ouais. Il y a quelques mois. Donc, j'ai aussi mis en place des moments, journées plutôt dédiées sur les collaborateurs. Donc, pour faire des one-to-one toutes les semaines, j'ai une journée qui est dédiée à ça. Donc, ça a l'avantage, comme ils savent que cette journée-là est dédiée à ça et que tout le monde passe toutes les semaines, en fin de compte, je suis moins perturbé de le reste de la semaine. Parce qu'en Ouais. fin de compte, comme ça arrive très vite, voilà. Alors, bien sûr, s'il y a une urgence, voilà, on échange et puis on se voit à la société quand on est présent, on est en partie en télétravail. Mais ça Là, permet que c'est assez quand c'est pas rituel, quoi. urgent, bah, ils savent que 2 jours après, on se verra, donc ils me passeront le message ou ils me poseront les questions là. Donc voilà, donc ça évite d'être toujours dérangé par des mails, par des messages. Et c'est pareil, alors, quelque chose que je fais, enfin que j'avais fait, que je faisais pas bien, c'est que arrêter les notifications aussi. Dans une partie de la journée, j'ai des moments réservés pour lire mes messages, pour voir les classer, parce que des fois, je ne les traite pas tout de suite, mais je les classe en disant, bah, ça, je les lis quand ça ne me prend pas trop de temps. Quand je sais que c'est une action derrière, je les transforme en tâches, en gros, et je les ferai au moment où je traite mes tâches. Donc voilà, ça me permet tous les jours d'avoir un temps dédié pour gérer les messages et je ne gère pas le reste du temps. Donc je ne m'arrête pas quand je fais mes tâches principales, je ne m'arrête pas à lire un Teams, un mail, etc. Donc C'est important. j'essaie d'optimiser. Ouais. Ok, son Voilà, temps puis et ne faire qu'une seule chose, quoi. Ouais. voilà. Mm. Ok, top. Merci du partage. Donc voilà, Et tu vois, voilà. je reprends un point que tu as partagé tout à l'heure, mais que je trouve intéressant, c'est partager son agenda. Quand on est manager, on est souvent Mm, en réunion, etc. Tantôt, on revient au mm, bureau. Et alors là, tout le monde nous saute dessus parce qu'ils ne savent pas quand est-ce mm. qu'ils vont faire quoi. Que Ouais. d'avoir un agenda partagé, sans dire de je partage 100% du contenu de Mm, mon agenda, mm, mais de savoir les créneaux dispo où ils pourront nous mm, voir, ça permet aussi d'éviter d'être sursollicité n'importe quand dès mm, qu'il passe, quoi. Vas-y, Florence. Oui, moi, ce que j'avais fait, outre la programmation de rituels de rencontres, hein, qui est pour moi très confortable pour un manager parce que ça permet de bien se concentrer et c'est aussi très sécurisant pour les collaborateurs parce qu'ils savent qu'on va avoir un temps dédié pour eux. Donc, outre ces rituels, ce que j'avais fait dans mon agenda, c'est que j'avais des temps, des plages horaires qui leur étaient complètement dédiées, justement pour pratiquer l'écoute active parce que pour pouvoir écouter, il Ouais. faut être disponible. Et si on est pris par une urgence, si on est stressé, on va écouter, mais sans écouter. Et même s'il n'est pas utilisé, ce créneau, eh ben, c'est pas grave. Mais au moins, il aura été Exactement, là s'il y a eu besoin. Ouais. exactement. Ok, bah super. Merci de vos partages. Il est 21h01 pour vous, les amis. Parce que nous, c'est plus tard. Donc, T'inquiète, du t'inquiète. coup, just in Ouais. time. Stéphanie, s'il y a des questions, eh ben, n'hésite pas, soit par message a posteriori, soit Mm, en rendez-vous visio. Enfin, voilà. mm, Sentez-vous libre de venir me solliciter derrière ouais. pour vous aider ou pour clarifier des choses. C'était tout l'objectif de cette première prise de contact masterclass. Mm. J'espère que ça vous a plu, que le contenu était pas trop dense et quand même suffisamment précis sans trop l'être, parce que c'est un petit peu tout le challenge de tout faire caser en 1 heure. Et si ça vous a plu, ou même si ça vous a moyennement plu, je vous invite à aller dans le petit tally que je vous enverrai pour récupérer votre feedback. Ça sera vraiment très appréciable.
Merci à D'ailleurs, toi. Bon, et ben merci pour votre participation, le temps accordé. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. merci Mylène pour tout. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.